Je mesure ô combien l'exercice de synthèse que je demande régulièrement à mes étudiants est difficile à faire, surtout sans recul et immédiatement. Donc je vous prie d'avance pour la qualité sûrement médiocre de ce survol de synthèse que je vais essayer quand même de faire. Je tiens d'abord à... C'est vrai, Monique Paria a souligné la parfaite rhétorique de monsieur le député. C'est vrai que je tiens à féliciter Monique Paria pour sa subtile rhétorique. Et c'est vrai que, soyez assurés, moi j'ai passé 10 ans à Bruxelles aussi, enfin au moins en pointillé. C'est vrai que c'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec Monique Paria. C'est parfois plus difficile avec un certain nombre d'autres collègues. Donc nous sommes gâtés cet après-midi. Sur la coloration verte, puisqu'on est sur le point de la communication, c'est vrai que la PCP a une coloration verte et d'ailleurs dans la nouvelle politique, il suffit de regarder à quel chapitre c'est rattaché. L'orientation est quand même très claire. Hein. C'est développement durable et protection des ressources naturelles. Donc il ne faut pas se leurrer là-dessus. Alors maintenant, c'est vrai qu'on ne peut que souhaiter de ne pas tomber uniquement sur des effets de lobbying pour lesquels certains groupes sont généralement beaucoup mieux organisés que les marins pêcheurs. Il est vrai aussi qu'en France, d'une façon générale, nous ne savons pas tellement bien manager autour du lobbying, alors que c'est une pratique tout à fait reconnue dans d'autres pays, entre autres chez les anglo-saxons. Et alors que nous, faire du lobbying, il y a un côté péjoratif. Dans d'autres cultures, le lobbying n'a aucun aspect négatif. Donc, et c'est vrai que certaines mesures, et je reprendrai une expression sur un plateau, d'ailleurs, Dédé, je crois que tu étais avec nous, j'en suis pas sûr, sur un plateau de télévision autour d'une question qui était posée à Benoît Ménil sur ce problème des filets maillants dérivants qui avait été interdit. Et Benoît avait répondu au journaliste, mais pourquoi vous êtes raciste? Alors le journaliste, évidemment, ne comprenait pas pourquoi il avait posé cette question. Il dit, oui, mais vous nous accusez effectivement d'arrêter la pêche disons, au filet maillant dérivant pour ne pas prendre de dauphins, mais on ne prend pas de mesures pour éviter les gens d'écraser les escargots. Or, les dauphins ne sont pas plus en danger que les escargots. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même du racisme dans vos propos. Donc, c'était tout à fait provocateur de notre collègue biologiste, mais ça montrait quand même, il faut souhaiter que la Commission européenne, que l'Europe d'une façon générale, puisqu'il y a la Commission, le Parlement et autres, prennent des décisions vraiment sur des faits fondés, le plus scientifiquement possible. Ce qui est scientifique est discutable, d'abord. Donc il faut garder une certaine humilité, mais c'est vrai qu'en la matière, je pense qu'autour de ça, il faut plutôt attirer l'attention de nos responsables sur ne pas tomber dans un travers de lobbying écologiste. Deuxième point, sur le rendement maximum durable, c'est vrai que, et Alain Nizot l'a bien souligné, c'est une nouvelle approche, c'est une gestion plus, si on pourrait dire, hein, par rapport à ce qu'on a connu avant. Et c'est vrai que cette gestion plus, ça génère un coût, et entre autres un coût pour les leaders. Et ça, c'est une question qu'on connaît en économie, c'est-à-dire que les premiers à être vertueux ou les premiers à tirer sont les perdants par rapport aux pays suiveurs. Et donc ça, il serait souhaitable que dans cette notion de pays leader, pays suiveur, il serait souhaitable que la Commission prenne en compte ceci. Parce que c'est vrai qu'autrement, les pays qui appliquent les règles difficiles après les autres, eh bien, ils sont très gagnants pendant un certain moment. Et c'est vrai éventuellement au sein même de l'Union européenne, voire vis-à-vis du reste du monde. Et donc il y a ce coup de pays leader par rapport aux pays suiveurs, et ça doit pas être, ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, je pense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, avec mes cheveux blancs, ça fait, je ne sais pas combien de temps, Maurice, qu'au sein même de certaines structures de pêche, j'accompagne
je faisais un cours de politique commune des pêches auprès des patrons pêcheurs. Hein, et donc, il y a 15-20 ans, parler de gestion de la ressource, c'était presque dire un gros mot. Aujourd'hui, tous les patrons pêcheurs acceptent complètement cette idée-là. Donc sur le plan culturel, il y a une transformation. Et moi qui vais bientôt partir à la retraite, j'avoue que c'est une grande satisfaction au moins d'avoir vu une évolution certaine là-dessus. Donc on est rendu dans une gestion plus. Donc et en cela, c'est quand même très positif et je crois qu'il faut le dire. La notion de surcapacité, c'est vrai que... Bon, je reprendrai l'idée évidemment qu'il ne faut pas de généralisation abusive. C'est vrai qu'une politique un peu générale paraît dangereuse. En plus, ça laisserait entendre qu'il y a éventuellement trop de bateaux et encore trop d'hommes, puisque bateaux et hommes sont totalement liés. On ne peut pas séparer les facteurs de production. Et dans le même temps, on ne peut pas dire la pêche va mal parce qu'il y a moins de marins pêcheurs. Donc cette surcapacité que l'on peut évoquer, ça dépend largement du modèle social que l'on adopte. Et même sur l'évaluation... C'est une évaluation. Les collègues biologistes savent très bien qu'il faut, entre autres sur un certain nombre d'espèces, être particulièrement humble. Comme disait, même sur la méthode, il y a des fois où les choses sont assez fiables et puis il y a d'autres fois où c'est moins sûr. Je paraphraserai ceci d'une provocation que le recteur Saudray avait utilisée une fois en disant... nous qui sommes, puisqu'il était professeur d'université en biologie marine, nous qui sommes toujours à donner des leçons aux gens des sciences humaines et sociales parce que leurs travaux sont un peu qualitatifs et pas assez quantitatifs, jamais en sciences sociales on oserait imaginer quantifier une population à partir des morts. Donc vous voyez que ça nécessite évidemment une certaine prudence. Alors sur la question de la rentabilité en baisse, je pense qu'effectivement, Yves Foison l'a dit plusieurs fois, nous qui suivons, et en accord avec beaucoup de professionnels ici, les données pour la Commission européenne, enfin pour notre ministère, mais pour remonter les données socio-éco, et donc on travaille très largement avec beaucoup de professionnels ici, on a en aveugle, parce que savoir si c'est Dupont, Durand, ça ne nous intéresse pas, mais on a peut-être les 2/3 des comptes d'exploitation des navires de pêche dans nos bases de données. C'est vrai que les rémunérations en mer restent correctes. On garde là encore l'idée du salaire négatif à la pêche qui peut être vrai sur une marée parce qu'on sait très bien qu'avec le net à partager, on peut avoir ce cas-là, mais parce qu'il y a des frais communs. Mais ça reste une exception et ça leurre complètement les choses. Les rémunérations en mer à qualification identique sont largement supérieures à celles de terre. Alors, la profession, c'est un métier difficile, etc. Oui, mais c'est un facteur d'attractivité quand même pour les jeunes pêcheurs, il faut le dire. Je crois que c'est important. C'est pour ça qu'autour de la rentabilité. Puis il y a, en termes de rentabilité, si on regarde même encore sur les dernières années, bon, là, en termes d'abord de quantité débarquée, mais même en termes de prix, c'est bien. Le problème, c'est effectivement les coûts. Et là, il y a le problème structurel ou quasi structurel du gasoil, d'où la grande nécessité, évidemment, de réfléchir à un changement au moins des modes propulsifs. Je ne suis absolument pas compétent dans le domaine, donc je ne vais surtout pas me... Mais on sait très bien qu'il y a des réflexions. Et il faut passer par la rénovation des flottes de pêche, parce que autrement, on va toujours garder un poids excessif du coût de par le gasoil. On sait ô combien ça pèse dans les comptes d'exploitation. Et donc, il faut à tout prix, effectivement, là, aller vers la rénovation. Mais ça ne veut pas dire redonner plein de bateaux, hein, mais il faut rénover la flotte. Ça me paraît essentiel. De façon à aller vers plus de productivité sans pour autant avoir plus de rentabilité sans pour autant taper davantage sur les stocks. Donc c'est important. Alors, est-ce que ce renouvellement de la flotte doit se faire avec des aides publiques ou pas ? J'aurais tendance à dire que
au sein de l'Europe, nous n'avons pas beaucoup de politique structurelle. Il y a l'agriculture et la pêche. On peut souhaiter que sur ces vecteurs-là, et même si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ce sont des secteurs qui sont aidés, en matière d'agriculture en particulier. Donc je pense que ça peut être le fait. De là maintenant à renouveler, mais ce n'est que mon sentiment personnel, à renouveler plusieurs fois une aide, j'avoue que pour tout citoyen accepter d'aider un jeune à partir et lui mettre le pied à l'étrier quand on voit le haut degré capitalistique de la flotte, enfin de ce métier du moins, ça me paraît un peu normal. Mais par contre, que quelqu'un qui a bénéficié de cela puisse en bénéficier plusieurs fois dans sa vie, ça là-dessus, mais ce n'est qu'un avis personnel, je resterai plus réservé. Je pense qu'on doit aider le jeune à partir, mais après, généralement, un patron pêcheur qui travaille bien, gagne bien sa vie et est capable de réinvestir derrière pour continuer de progresser sans pour autant bénéficier plusieurs fois. Alors pour d'autres, peut-être investissements, mais là, ce n'est qu'un avis personnel. Sur la co-expertise qui a été évoquée, je pense que c'est important, évidemment, d'aller vers la co-expertise. Et il y a un co-apport des données, parce que beaucoup de données viennent des professionnels. Les premiers observateurs en mer, ce sont les professionnels. Les biologistes le savent. Les économistes, nous, sans les données, entre autres de comptabilité des entreprises, on ne ferait rien. Rien faire. Donc c'est important. Toute la question, c'est le problème du traitement statistique. Les professionnels, ça, ils nous le laissent toujours, ils ne discutent pas là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est plutôt l'analyse. Est-ce qu'on doit avoir à nos côtés des professionnels ou pas? Moi, je sais que mon avis, là aussi, ne fait pas l'unanimité. Je réponds oui. La science n'appartient pas qu'aux scientifiques. Je pense que les professionnels doivent être, disons, associés aux analyses, ce qui les implique davantage, les responsabilise davantage par la suite. Il faut qu'ils participent à l'analyse des données à nos côtés. Là-dessus, je pense que c'est... Et une fois que l'analyse est faite ensemble, eh bien, ça sera beaucoup plus incitatif pour le respect des orientations prises, du moins je le crois. Sur les QIT, même si le nom a changé, sur les fameux quotas individuels transférables, je pense que, Monique, vous connaissez ma position, j'ai déjà écrit pas mal là-dessus, entre autres aux côtés de Gérard Daboville. Je suis favorable à des quotas collectifs régionaux. C'est vrai, je crois, dans les communautés portuaires. Récemment, il y a un film sur la crise financière, sur la crise des subprimes, Inside the Job. Ce film extraordinaire que je vous conseille de voir pour bien comprendre la crise financière commence par, avant de partir sur les subprimes, par la pêche islandaise. Et pour faire tout le parallèle entre la pêche islandaise et ce qui s'est passé sur les marchés financiers. Donc j'ai dirigé pendant 10 ans un IUP de finance banque, donc je ne suis pas spécialiste de finance, mais j'ai des jeunes collègues qui sont assez doués pour m'expliquer les choses. Et c'est vrai que cette approche libérale, ultra-libérale dans les années 80, ce qu'il faut bien voir, hein, tant dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on avait une approche assez interventionniste avec les keynésiens. On a eu une révolution philosophique, entre guillemets, quasiment au sein de la science économique, telle qu'au début des années 80, avec le monétarisme, avec Thatcher, Reagan, etc., on est parti sur une approche ultralibérale, très attachée à l'individu, évidemment, très attachée à la propriété. Et donc, on a favorisé ceci. Mais il ne faut pas oublier, l'histoire économique est riche d'enseignements, que là-dessus, il y a un risque. Il y a un risque parce que tout simplement, en individualisant les choses, on donne la priorité à tout simplement une certaine souplesse microéconomique, comme on dit, une flexibilité microéconomique, et que cette flexibilité microéconomique, c'est-à-dire les entreprises peuvent faire davantage ce qu'elles veulent, les individus peuvent faire davantage ce qu'ils veulent, et donc par là même, tout ce qui est créatif peut être largement bonifié. Eh bien, toute cette instabilité microéconomique, qui est tout à fait, disons, respectable et remarquable, conduit par contre toujours à de l'instabilité macroéconomique.
C'est-à-dire que l'entreprise va avoir plus de possibilités de faire des choses, mais on sait très bien que le marché va jusqu'à la crise. Et c'est bien ce qui s'est passé, y compris sur le marché financier. À partir du moment où on supprime les règles, réglementation Q, je ne vais pas revenir sur tout cela aux États-Unis dans l'histoire de la finance américaine, mais on a fait sauter tout ça dans les années 80 avec des nouveaux, comme on dit, des nouveaux produits, des nouveaux véhicules, etc. Plein d'innovations financières. Mais ces innovations financières, un jour ou l'autre, évidemment, ça a créé de l'instabilité macroéconomique et la crise a explosé. Donc, il est clair qu'en cela, la financiarisation et l'individualisation des quotas, à mes yeux, je le trouve dangereux. Ça générera des crises au-delà des conséquences sociales dramatiques pour la pêche islandaise. Donc là-dessus, ce n'est pas un sentiment partagé par tout le monde, mais je trouve, malheureusement, puisque je ne vais pas me réjouir de la crise que l'on connaît aujourd'hui, malheureusement, la crise des marchés financiers illustre largement cela. Et en cela, je trouve que tant l'Europe a une position tout à fait louable sur le plan monétaire, avec des mesures prises avec BAL 2, BAL 3, où là on voit les États intervenir et avoir une position régalienne, je trouverais dommage qu'en matière de pêche, on oublie ça. Donc voilà, je ne pourrais qu'encourager la Commission à s'aligner sur leurs positions régaliennes, sur les positions régaliennes de la BCE en matière de pêche. En ce qui concerne le contrôle qui a été souvent abordé, c'est vrai. Je rappellerai quand même à nous tous que nous en sommes largement responsables parce qu'on a toujours demandé à nos États que le contrôle ne soit pas transféré à la Commission. Et maintenant que le contrôle n'est pas bien, on dit à la Commission, ça ne va pas. Donc je pense que là, on a un petit peu à balayer devant notre porte en matière de contrôle. Il faut imaginer un système de contrôle effectivement plus juste. C'était assez aberrant qu'on ne veuille pas transférer ça à la Commission. On ne peut pas avoir quelqu'un qui émet les règles et quelqu'un d'autre qui verbalise, excusez-moi. Mais en gros, c'est ça. Donc il faut que ça soit... alors, on sait très bien que culturellement, un douanier italien ne voit pas le code comme un douanier anglais. Ça, je pense qu'il suffit d'aller dans les deux pays pour comprendre vite les choses. Et donc, peut-être une approche, là aussi, par zone, avec plusieurs pays, pour avoir au sein des contrôleurs une certaine équité, une certaine... Bon. Sur l'importance du territoire, eh bien, c'est vrai que la pêche est très structurante. Il faut revenir à nos industries, à toutes nos industries littorales aussi. Et là aussi, un des enseignements de la crise, c'est qu'on voit bien que le secteur tertiaire est très exposé à la conjoncture. Et le secteur tertiaire dépend totalement de l'industrie. L'un des pays les moins touchés, c'est globalement l'Allemagne. C'est le pays le plus industriel, enfin, je n'ai pas en tête tous les coefficients, mais c'est quand même un des pays les plus industriels de l'Europe. Eh bien, il faut que l'on revienne à une production industrielle au sens large, c'est-à-dire j'y mets agriculture, pêche dans l'industrie, pour moi c'est l'industrie littorale, c'est essentiel, c'est structurant. Et avec une structuration qui soit pérenne dans l'année, parce que c'est vrai que des aspects touristiques sur 2 mois, excusez-moi, je suis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je vais comparer Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Merlin-Plage à côté, bien, passez-y l'hiver, on voit tout de suite la différence. Donc, c'est important. Et en cela, c'est vrai que le dossier Anchois, par exemple, lorsqu'on perd les compétences durablement sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est très dangereux. Sur le dossier d'Anchois, sans en faire une spécificité, je regrette ô combien, cette fois sur le dossier Anchois, que la Commission n'ait pas assumé pleinement son rôle, justement, en faisant travailler les scientifiques et laisser aux politiques la main sur le règlement. Parce que le dossier Anchois, et je crois que Dédé, tu étais avec nous lorsque le ministre, alors c'était l'ancien commissaire européen, comment il s'appelait, qui a été ministre de l'Agriculture, Barnier. Nous avions avec les collègues d'Ifremer, et c'était André Forest qui était avec nous, les collègues d'Ifremer avaient déterminé des quantités vraiment qu'il ne fallait pas dépasser, avec une erreur aléatoire.
avec tous les professionnels des ports concernés, donc essentiellement la Turballe et Croix-de-Vie, on avait, sur des hypothèses de prix qui avaient été les prix pratiqués, on avait regardé quel était le point mort en comptabilité. Et on avait déterminé alors les quantités. Et ces quantités étaient dans l'erreur aléatoire des biologistes. Donc les biologistes, enfin André Forest, disait, on avait fait une réunion au Comité national des pêches, en disant, là vous pouvez demander ça, puisque c'est dans notre aléa. Ce qui aurait évité de fermer la pêche et ce qui aurait permis, même en ayant une pêche très réduite, de maintenir les structures et le savoir-faire sur les ports. Donc ça, c'était aussi dramatique en termes de marché pour les marailleurs, parce qu'une pêche fermée, c'est des circuits et tout un marché qui disparaît. Et je pense, alors Piviolo n'est pas là, mais ce n'est pas Piviolo qui va contredire ceci, je crois en la matière. Alors, pour ne pas être trop long, je dirais, on a beaucoup parlé de valorisation. En fait, c'est le problème du revenu des marins pêcheurs. Et donc, sur la valeur, sur le revenu, ça dépend de la valeur produite. Et la valeur, c'est les quantités et les prix. Dans cette multiplication quantité-prix, les quantités, elles sont parfois assez ouvertes, mais sur un certain nombre d'espèces, les quantités sont limitées. D'où l'importance des prix. Et c'est vrai que ce n'est pas neutre, et on retrouve là le problème de la chaîne, y compris la logistique. On voit que sur certaines espèces, là je reprends des travaux de mon équipe, entre guillemets, de recherche au niveau de l'Université de Nantes, avec le RICEP, avec Laurent Barranger, et puis notre collègue qui est ici. Eh bien, c'est vrai qu'autour des écolabels, sur 3 produits, globalement, on peut gagner 10 à 15 points, 10 à 15%. Mais toute la question après, c'est comment répartir ça entre les acteurs, parce que c'est en bout de chaîne qu'on peut gagner 10%, 15% quand on fait de l'écolabel. Le problème, c'est après comment ça peut remonter, et entre autres jusqu'aux pêcheurs. Sur la formation des prix, c'est vrai que les achats à distance, mais ceci nécessite évidemment de regarder beaucoup les pratiques d'enchères. De même, regarder les tailles optimales de marché, les structures de marché. Et là-dessus, il y a beaucoup d'études encore à faire, parce qu'on sait très bien que la rentabilité des entreprises cette rentabilité dépend largement de la structuration du marché. Et donc, c'est un point à faire. De façon à ce qu'on voit ce qui est jouable et pas jouable, et entre autres, y compris pour le mareyage, parce que le mareyage, au-delà de la fonction annoncée, je dirais aussi que le mareyage a longtemps été, et est encore en partie, le banquier de la filière. Entre certains distributeurs, alors pas tous les distributeurs, mais au moins la GMS et les producteurs. Donc voilà. Sur la volatilité des coûts, je crois qu'il y a des systèmes où, avec les professionnels, on avance sur la notion de série d'indices pour aller vers un prix normal. Et là, il y a un travail encore à faire, mais je pense qu'avec les responsables nationaux, les choses avancent. Je terminerai pour un point un peu, je dirais, à la fois positif et négatif. Je reprends complètement là les propos d'Alain Bizot. Je pense qu'il faut à tout prix avoir au niveau de la Commission un message beaucoup plus positif, beaucoup plus d'espoir. J'enseigne l'économie des pêches. Eh bien, je suis désolé, sur la PCP 2, en mesures socio-économiques, je suis économique, j'ai 2 mesures à proposer par la Commission. C'est 1, l'aide à la sortie pour les patrons pêcheurs, 2, l'aide à la reconversion pour les marins pêcheurs. C'est vachement sympa, vachement optimiste pour les jeunes qui sont à l'université, en nous disant mais qu'est-ce qu'on va aller faire dans la filière pêche? Alors c'est un peu là, je pense qu'il y a des bon, c'est ce que notre député parlait de l'activité de fin de vie. C'est vrai qu'il faut avoir des choses à proposer, parce qu'autrement, ça amène à des confrontations, à des propos qui vont être beaucoup plus tendus, évidemment, alors qu'il y a des choses encore à faire ensemble. Donc voilà, rapidement, d'une façon très imparfaite, et je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'est en tout cas toujours très positif de pouvoir échanger et discuter. Je vous remercie de m'avoir invité, parce que avec mes occupations récentes, je m'étais un petit peu écarté de la pêche. C'est avec plaisir que je reviens dans vos filets. Voilà, merci.